prothèse totale de hanche, la prothèse totale de genou, c'est plus un problème. Tout le monde connaît. Tout le monde sait que ça marche. La prothèse totale d'épaule, les gens ne savent même pas que ça existe. Et c'est ça qu'il faut leur montrer. Il faut leur montrer que ça existe, il faut leur montrer que les résultats peuvent être excellents. Si on a des bonnes indications, une bonne technique opératoire, surtout une bonne rééducation, on aura un très bon résultat sur la fonction. Et du reste, cette prothèse, elle date pas d'hier, car, chose curieuse, c'est un chirurgien français à la fin du 19e siècle qui avait le premier, semble-t-il, imaginé une prothèse. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, voilà cette première prothèse humérale qui était la prothèse de Péan. Il ne se passe pas un congrès sur les prothèses d'épaule sans qu'un chirurgien très fier nous montre cet ancêtre de la prothèse d'épaule. C'était une prothèse contrainte, vous voyez, car l'humérus était totalement réattaché à l'omoplate et il n'y avait pas la liberté qu'il existe au niveau de l'articulation de l'épaule normalement. Par la suite, de nombreux chirurgiens ont proposé, réalisé et implanté des prothèses contraintes. Vous voyez ici la prothèse de Zippel dans les années 60, ici la prothèse de Bickel, toujours avec ce principe de prothèse contrainte, c'est-à-dire d'une pièce fermement attachée dans l'omoplate. Vous avez ici une prothèse anglaise de Liverpool, vous en avez une ici américaine, vous en avez une allemande ici, la prothèse de Kölbel, et petit à petit ces prothèses contraintes ont été abandonnées. Elles ont été abandonnées par tous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de décèlement au niveau de l'omoplate qui étaient beaucoup trop fréquents. Et puis en 1951, il y a eu un pionnier aux États-Unis. Ce pionnier, c'est Charles Neer. Charles Neer qui est devenu le pape de la chirurgie de l'épaule et qui a eu l'idée de mettre au point cette prothèse humérale simple qui était censée représenter uniquement la tête de l'humérus en cas de fracture. Et en 1955 déjà, il avait rapporté ses premiers résultats d'utilisation de cette prothèse humérale simple dans les cas de fracture d'extrémité supérieure de l'humérus. Il a continué ses travaux et en 1972, il a proposé une amélioration de cette première prothèse. Il en a proposé un deuxième modèle, que voici, en adjoignant cette fois-ci une pièce glénoïdienne en polyéthylène. Et c'était donc l'avènement de la prothèse totale d'épaule, non contrainte, qu'il a posée à partir de 1972. En 1982, il a rapporté les premiers cas. Et il y en avait quand même 250. C'est pas rien, 250 prothèses d'épaule. Et les résultats étaient très, très satisfaisants. Alors pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'a pas suivi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce décalage? Et pourquoi on a pris un tel retard? Je crois qu'il y a 4 raisons essentielles pour expliquer ce décalage. La première raison, elle est due à la rééducation. C'est une notion fondamentale. Lorsque l'on n'a pas un bon système de rééducation, il vaut mieux s'abstenir d'opérer une épaule. Et les échecs qu'on pouvait enregistrer, ils étaient dus à ce défaut de rééducation, et c'est l'objet, c'est le but de ce film. On ne peut pas faire de la chirurgie de l'épaule si on n'a pas une rééducation parfaite derrière. Ça ne pardonne pas. La deuxième raison est qu'au départ, les chirurgiens français ont implanté ces prothèses d'épaule dans des cas désespérés, dans les cas qu'on leur envoyait, c'est-à-dire dans des cas où il n'y avait plus rien à faire, et là, forcément, les résultats ne pouvaient pas être bons. C'était donc le problème des indications. La troisième raison tient à la technologie. Il faut reconnaître quand même que cette prothèse de Neer, au départ, qui était un petit miracle, il faut bien le reconnaître, est assez rudimentaire, puisque vous voyez que c'était une prothèse monobloc, et il y a eu bien sûr des progrès qui ont été faits. Les premiers progrès ont été faits par des prothèses dites modulaires. C'est, on pourrait dire, la deuxième génération, où on a proposé différentes têtes humérales qui s'adaptaient donc avec des pièces que l'on mettait à l'intérieur de l'humérus, et on pouvait ainsi s'adapter d'un peu plus près à l'anatomie de chaque patient. Puis il y a une troisième génération, c'est les prothèses que l'on peut appeler les prothèses cette fois-ci adaptables, un petit peu plus sophistiquées, en 3 parties. Une partie humérale avec différentes tailles, une entretoise qui représente l'angle d'inclinaison de l'humérus, qui n'est pas fixe chez tous les patients. Il y a 4 angles d'inclinaison différents. Et enfin, une partie représentant la tête de l'humérus, dont il existe également différentes tailles. Et on a ainsi une prothèse que l'on va pouvoir adapter à l'anatomie du sujet. On n'adapte plus l'anatomie du sujet à la prothèse, c'est l'inverse.
on adapte la prothèse à l'anatomie. Et vous savez qu'en chirurgie orthopédique, ce qui marche bien, c'est l'anatomie. Donc incontestablement, ces progrès technologiques ont permis aussi l'essor actuel de la prothèse d'épaule et d'obtenir des bien meilleurs résultats. Et puis la quatrième raison, elle tient à nous, chirurgiens. Et lorsque les premiers chirurgiens ont posé cette prothèse, ils ont un peu raisonné comme au niveau de la hanche. Ils ont dit, prothèse d'épaule, finalement, ça ne doit pas être très compliqué. On est habitué à en poser au niveau de la hanche tous les jours, mais le problème n'est pas du tout le même. Regardez au niveau de la hanche, c'est un problème osseux, purement osseux. Vous avez une pièce fémorale, une pièce cotyloïdienne. À partir du moment où ces deux pièces sont ancrées, vous n'avez plus de problème. Votre prothèse va marcher, même s'il y a quelques petites erreurs de pose. Au niveau de l'épaule, le problème n'est pas du tout le même. Et c'est de cette fausse analogie, de cette mauvaise analogie, qui est venue une grande partie du problème. Regardez en effet une épaule. Vous n'avez pas de stabilité primaire. Et on a certes une mobilité extraordinaire de l'épaule, ça tout le monde le sait, mais aussi une grande instabilité. Car la seule chose qui permet de tenir ces deux os l'un en regard de l'autre, ce sont les ligaments et les tendons. Ce qui veut dire que la chirurgie de l'épaule, et en particulier la chirurgie prothétique, c'est une chirurgie qui nécessite un équilibre tendineux parfait. On ne peut pas se permettre de mettre en place comme ça la prothèse sans tenir compte de la coiffe des rotateurs et de cet équilibre qui doit être parfait. Voilà donc ces quatre raisons qui expliquent notre retard qu'on essaye, qu'on est en train de combler à l'heure actuelle en Europe et en France. Alors, les patients nous disent toujours, mais alors comment c'est fait, docteur? Parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ils n'ont jamais vu. Eh bien, c'est tout simple. Une prothèse d'épaule, voilà comment ça se passe. Vous avez donc deux pièces, la pièce humérale, que vous reconnaissez, la pièce glénoïdienne. Que fait-on? Eh bien, lorsque vous avez une atteinte articulaire, vous n'avez plus le cartilage qui vous permet un glissement et un roulement facile. Il faut donc changer ces deux parties. Alors, on coupe cette première partie, qui est la tête humérale, et après avoir fait différents essais, on va implanter, exactement comme on le fait au niveau de la hanche, là, on va implanter la prothèse humérale, adaptée à l'anatomie, qui va remplacer purement et simplement la tête de l'humérus. Au niveau de la glène, on va faire la même chose. C'est-à-dire que l'on va faire une petite tranchée, un petit trou à l'intérieur de la glène, et on va implanter une petite pièce en plastique, en polyéthylène très exactement, qui va protéger l'os et prendre la place du cartilage. Et vous avez ainsi la reproduction d'une articulation identique, ou presque identique, à celle qu'avait fait la nature, qui va vous permettre, en théorie, de récupérer des mobilités identiques à celles que l'on peut avoir chez un sujet normal, et qui a les mêmes inconvénients que dans l'anatomie normale, c'est-à-dire que les tendons, donc la coiffe des rotateurs, va jouer un rôle très important dans la stabilisation de la prothèse. Alors, quelles sont les indications des prothèses d'épaule? C'est-à-dire, quels sont les cas où l'on implante une prothèse? On peut schématiquement distinguer trois grands groupes de patients. Le premier groupe, ce sont les fractures. Les sujets qui, à la suite d'une chute, ont comme une explosion de l'extrémité supérieure de l'humérus et où on préfère d'emblée remplacer les fragments cassés par une prothèse pour permettre une rééducation plus précoce. Le deuxième groupe, ce sont les cas dits chroniques, où les sujets souffrent la nuit parce qu'ils ont une destruction de leur articulation, mais, notion capitale, la coiffe est saine. Et ça, ce sont les cas d'arthrose, simple, les cas de polyarthrite rhumatoïde, les cas de nécrose, ou les cas aussi d'arthrose post-traumatique. La caractéristique essentielle de ce groupe, c'est la bonne coiffe des rotateurs, des tendons sains, qui vont permettre une récupération fonctionnelle subnormale après la mise en place de la prothèse d'épaule. Enfin, le dernier groupe, c'est un peu un cas extrême. Ce sont les cas où non seulement vous avez une destruction de l'articulation gléno-humérale, mais en plus, vous avez une destruction complète des tendons. Alors, la chirurgie ne peut plus prétendre à récupérer une fonction, une mobilité normale. On peut tout au plus prétendre enlever la douleur, ce que souvent nous demandent les patients, tout en les informant, en leur disant bien clairement avant l'opération qu'ils ne pourront pas récupérer une mobilité normale car ils n'ont plus le moteur, ils n'ont plus les tendons de la coiffe des rotateurs. Voilà donc ces trois grandes indications. Et je ne voudrais pas terminer les indications sans insister sur la rééducation, car il ne faut pas croire que c'est un problème accessoire qui ne relève pas du chirurgien. Si, il relève du chirurgien, car le succès d'une intervention sur l'épaule ne s'arrête pas à la sortie du bloc opératoire. Je dirais qu'au contraire, tout commence. Et si vous voulez obtenir des bons résultats,
il faut une collaboration extrêmement étroite entre le kiné, le médecin de rééducation fonctionnelle, le médecin traitant, le rhumatologue, le patient et le chirurgien. Il y a un groupe, on est tout un groupe, on doit tous travailler dans le même sens. Et si le chirurgien se désintéresse de cette partie, il sera responsable du mauvais résultat. C'est donc une notion capitale que l'on va développer, bien sûr, maintenant, tout le long de cette deuxième partie du film, mais sur laquelle je tenais à insister, car c'est également, ça fait partie intégrante du rôle du chirurgien. L'arthrotomie et la ténotomie du sous-scapulaire ont permis de luxer la tête humérale. L'émondage des ostéophytes va permettre de repérer le col anatomique. La coupe de la tête humérale va suivre strictement les limites du col anatomique ainsi retrouvé. Un alésage progressif avec des râpes cylindriques de diamètre croissant détermine le diamètre de la tige de prothèse et du fantôme d'inclinaison. L'inclinaison humérale est obtenue grâce à la platine mobile correctement orientée et appliquée sur la coupe. La rétrotorsion humérale est marquée par une saignée dans le spongieux. C'est le futur emplacement de l'aileron prothétique. Le plan de coupe a fixé l'inclinaison et la rétrotorsion humérale variables d'un sujet à l'autre. La lecture de l'angle d'inclinaison se fait en posant le fantôme sur le mesureur d'angle. 4 entretoises correspondent à 4 inclinaisons. L'aileron de la râpe d'un plan doit coïncider avec la saignée marquant la rétrotorsion. La pénétration de la râpe d'un plan se fait jusqu'à disparition complète des dernières dents ou de l'un des repères correspondant à l'inclinaison mesurée. Les fantômes de tige humérale et d'entretoise sont assemblés en faisant glisser l'entretoise choisie sur le rail de la tige humérale. Le système est ensuite verrouillé. L'ensemble est introduit à l'aide du tournevis en croix en respectant la position de l'aileron et impacté à la limite du spongieux. La coupe de la tête va déterminer la taille du fantôme de calotte. Les calottes sont munies d'un cadran excentré permettant de reproduire un éventuel déport de la surface articulaire. Le fantôme de calotte est alors positionné sur l'entretoise et la rotation permet de choisir la meilleure position couvrant la tranche de section humérale. À ce stade de l'intervention sont déterminés le diamètre de la tige, l'inclinaison de l'entretoise, la taille de la calotte. On lit alors le chiffre en regard du repère sur l'entretoise, c'est l'index anatomique. Le resurfaçage de la glène, guidé par les données du scanner, se fait à la pince gouge de manière à la rendre plane et perpendiculaire au canal médulaire. Une tranchée est creusée à la fraise grenade pour la future quille d'ancrage de l'implant. Une jauge d'encombrement dont la pénétration doit être complète permet de calibrer la tranchée. Le choix de la glène d'essai se fait parmi les 3 tailles possibles afin de s'adapter au mieux au diamètre vertical. L'implant d'essai en place, la réduction et la stabilité sont contrôlées avant le scellement. L'impaction est maintenue pendant toute la durée de prise du ciment. L'ensemble tige-entretoise, laissé en place pendant le temps glénoïdien pour protéger le spongieux épiphysaire, est retiré avec l'extracteur à maslot. La calotte définitive est positionnée sur l'entretoise en faisant coïncider le chiffre d'indexage avec le repère situé au pôle supérieur de l'entretoise. L'ensemble calotte-entretoise est impacté sur le support d'impaction. La calotte est définitivement fixée à l'entretoise par la vis d'union
et l'ensemble calotte-entretoise est alors glissé sur le rail de la tige prothétique. L'ensemble est alors impacté pour obtenir un ajustement précis du système de queue d'aronde. La fixation définitive se fait grâce à la vis de blocage qui sera vissée jusqu'à son arrivée en butée. La similitude de l'implant définitif et du fantôme de prothèse témoigne de l'exactitude du montage. Après obturation diaphysaire, l'implant huméral est mis en place et impacté en faisant coïncider l'aileron prothétique avec son logement trochitérien. Après réduction prothétique, l'intégrité de la coiffe et du long biceps est vérifiée, la stabilité et la mobilité de l'épaule sont testées. L'articulation est fermée par réinsertion du sous-scapulaire et en post-opératoire, le bras est immobilisé en écharpe simple. L'objectif principal de la rééducation avec une prothèse de l'épaule, c'est de récupérer une élévation complète au zénith. Lorsque cette élévation atteint 150 degrés dans le plan de l'omoplate, on a récupéré la zéro position de l'épaule. Le terme de zéro position de l'épaule revient à Saha, un orthopédiste indien, qui l'a décrite en 1950, en expliquant que cette zéro position de l'épaule est une position privilégiée pour l'articulation scapulo-humérale. On passe par cette zéro position de l'épaule lorsqu'on se pend à une branche, et c'est une position de force statique. On passe par cette zéro position de l'épaule lorsqu'on fait un smash au tennis, et c'est une position de force dynamique. On passe par cette zéro position de l'épaule lorsqu'on croise les mains derrière la tête, position de la sieste, c'est une position de détente. Enfin, on utilise cette zéro position de l'épaule dans tous les gestes de la vie courante au-dessus de la tête. En rééducation, on va repasser par cette zéro position de l'épaule en automobilisation passive, les deux mains jointes, et on va également repasser par cette zéro position de l'épaule lorsqu'en piscine, on va faire des mouvements de brasse en disposition sanglante. Pour toutes ces raisons, la zéro position de l'épaule est au cœur du problème en rééducation avec une prothèse totale de l'épaule. La zéro position de l'épaule est l'élévation du bras à 150 degrés dans le plan de l'omoplate. Le point le plus important est le glissement du trochitaire sous la voûte acromio-coracoïdienne. La bascule physiologique de l'omoplate en arrière explique que ce glissement sous-acromial s'effectue effectivement à 150 degrés dans le plan de l'omoplate. Dans le cas d'une omarthrose avec pincement de l'interligne gléno-humérale, on constate que l'élévation du bras est limitée à 90 degrés. Le trochitaire n'a pas glissé sous la voûte acromio-coracoïdienne. Cette patiente a une prothèse totale de l'épaule de l'autre côté. L'élévation du bras atteint 160 degrés et vous constatez que le mouvement est redevenu physiologique. Dans une polyarthrite rhumatoïde avec destruction articulaire avancée, les objectifs de la rééducation sont dès le départ limités. Enfin, lorsque la coiffe est détruite avec contact entre la prothèse et l'acromion, bien entendu, on ne cherche pas à récupérer la zéro position de l'épaule. Il faut être dans l'eau pour comprendre l'intérêt de la rééducation en piscine pour la prothèse de l'épaule. Premier intérêt, l'eau est à 34 degrés, ce qui est la température de la surface cutanée, d'où un confort thermique total pour ces patients, notamment dans la période post-opératoire. Deuxième intérêt, la portance de l'eau, qui permet, grâce à la disposition sanglée que nous utilisons, de faire effectuer aux patients des mouvements de brasse sans aucun effort, toujours dans cette période post-opératoire où les contraintes doivent être minimales.
La rééducation en piscine peut commencer dès la première semaine post-opératoire grâce à un pansement étanche. Bien entendu, à ce stade, le patient ne pourrait pas nager, mais la disposition sanglée va nous permettre de faire travailler tous les patients, qu'ils sachent ou non nager. Je vais vous passer la sangle par-dessus la tête. Vous la mettre au niveau de la racine des cuisses et n'ayez pas peur, je vous l'accroche à la main courante. Voilà, vous allez vous pencher en avant, tout doucement. N'ayez pas peur, voilà. Et là, vous allez bouger des petits mouvements de bras. Voilà, pliez votre coude et revenez devant. Vous allez tout doucement décontracter bien, laissez-vous bien porter par l'eau. Voilà. Le patient est en apesanteur totale et on peut remarquer que lorsque les bras sont allongés sur l'eau, il passe par une position d'élévation à environ 150 degrés. C'est cette fameuse zéro position de l'épaule que le patient, tout fraîchement opéré, peut donc rôder dans l'eau sans aucune contrainte. La rééducation en piscine convient également parfaitement à des patients qui présentent d'autres handicaps, par exemple les patients atteints d'une polyarthrite rhumatoïde. Comme les autres patients, on va pouvoir leur proposer la disposition sanglée pour faire des mouvements de brasse dans les mêmes conditions, en apesanteur totale. L'installation est la même. Au départ, avec le kinésithérapeute. Ensuite, les patients pourront s'installer eux-mêmes. Bien entendu, dans ces cas où les amplitudes sont limitées, nous ne travaillons pas dans une élévation à 150 degrés, mais dans l'élévation maximale qui a été récupérée. La pratique régulière de mouvements de brasse en piscine municipale pendant au moins 1 an après l'intervention est le complément indispensable à la rééducation. La mobilisation en piscine est la meilleure rééducation, elle est active, douce et globale. Vous allez prendre votre main gauche avec votre main droite et vous allez faire le mouvement tout seul. N'ayez pas peur, je vous accompagne. La mobilisation passive en élévation est l'essentiel de la rééducation hors piscine. Nir a montré le premier que la mobilisation passive immédiate permettait de récupérer 140 degrés à la fin de la première semaine post-opératoire. À partir de 150 degrés, la zéro position de l'épaule, cet exercice d'élévation inclut la récupération des rotations automatiques et une partie des rotations associées. Il faut souligner que le travail de la rotation externe doit être prudent et retardé à cause de la suture du sous-scapulaire en fin d'intervention. La rotation interne est récupérée fonctionnellement avec le passage de la main dans le dos, au début en piscine chaude, puis dans la vie courante. J'ai été opérée il y a 1 an et demi, après avoir vu plusieurs rhumatologues et avoir vu des infiltrations. Je n'arrivais plus à me servir de mon bras, je ne pouvais même plus prendre ma vaisselle dans mes éléments de cuisine. Alors à ce moment-là, je me suis décidée à me faire mettre une prothèse. Bon, les résultats ont été spectaculaires, à tel point que j'envisage maintenant de faire l'épaule gauche, parce que j'ai été très soulagée, je sais pas. Vous l'avez compris, je pense, la mauvaise réputation de la prothèse d'épaule n'est absolument plus justifiée aujourd'hui. La prothèse d'épaule que nous avons conçue avec Gilles Walsh, en s'adaptant mieux à l'anatomie et à la physiologie de l'épaule, permet d'obtenir des résultats fonctionnels excellents, en particulier lorsque la coiffe des rotateurs est intacte. Dans ce cas, le but de la prothèse et de la rééducation est de redonner une épaule quasiment normale.
même lorsque la coiffe des rotateurs est totalement détruite ou pathologique, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, la prothèse d'épaule permet de rendre service au patient en supprimant les douleurs qui résistaient au traitement médical et en redonnant une fonction qui est capitale pour faire des gestes de la vie courante tels que s'habiller, faire sa toilette et se nourrir. Quoi qu'il en soit, ceci doit nous conduire à proposer cette intervention aux patients plus tôt, en tout cas avant que cette destruction ostéocartilagineuse et musculo-tendineuse soit trop importante et qu'elle rende la prothèse trop difficile et trop aléatoire.